Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau webinaire gratuit organisé par le département formation d'achatpublic.com. Donc achatpublic.com, créé en 2023, c'est une entreprise composée d'experts en marché public et leader en France dans le domaine des services aux acteurs de la commande publique. C'est la première solution utilisée par les acheteurs publics pour la dématérialisation. C'est une source d'information incontournable grâce notamment à son site achatpublic.info. Et puis, ce sont donc des formations au marché public destinées aux acheteurs publics, mais aussi aux entreprises soumissionnaires. En 2023, donc l'année dernière, ce sont plus de 50 programmes et 600 sessions programmées qui l'ont été à Paris, en province et même dans les dom-toms, mais aussi en classe virtuelle et bien évidemment déclinables dans vos locaux en intra des 4 personnes intéressées. Donc, autour du sujet qui va nous intéresser ce matin, vous trouverez notamment la formation Appliquer le RGPD dans vos processus d'achat public. Donc, n'hésitez pas à aller consulter toute notre offre sur notre site formation.achatpublic.com. Nous sommes donc en compagnie de Jean-Philippe Souiris, qui est avocat à la Cour et qui est chef du pôle data chez AS Avocats, un cabinet spécialisé en droit des affaires, des nouvelles technologies et de la propriété intellectuelle. Je vais donc lui laisser la parole pour ce webinaire sur la responsabilité des acheteurs publics au regard du RGPD. N'hésitez pas tout au long de son intervention à lui poser vos questions grâce à petits points d'interrogation que vous devez avoir sur votre menu et je les lui relayerai en fin d'intervention. Bon webinaire à tous. Maître Souiris, c'est à vous. Merci Laurence, merci pour cette introduction. J'ai le plaisir d'animer aujourd'hui ce webinaire sur le RGPD, la commande publique, plus précisément qui est responsable du RGPD en matière de commande publique. Donc, pour présenter rapidement notre cabinet qui est effectivement spécialisé en droit des nouvelles technologies, ce qui recoupe notamment le droit de l'Internet, le droit des données personnelles et aussi la cybersécurité. On a également un département propriété intellectuelle et droit des affaires numériques. On a plusieurs ouvrages à notre actif, notamment certains sur le RGPD et des livres blancs également, qui sont disponibles sur notre site internet. Donc on intervient à la fois en droit des nouvelles technologies, du e-commerce et des plateformes, de la propriété intellectuelle et droit des affaires et du numérique, ce qui recouvre également notre département contentieux, à la fois devant les juridictions et aussi devant la CNIL. Alors, on va voir aujourd'hui pour ce sujet qui est responsable du RGPD en matière de commande publique. D'abord, les notions du RGPD, parce que vous allez le voir, c'est une réglementation qui a son propre vocabulaire, qui parfois peut sembler entrer en conflit avec le vocabulaire de la commande publique. Donc, c'est important de bien revenir sur les notions, puisque ça a un impact sur l'ensemble des points qu'on va aborder par la suite. On enchaînera ensuite avec l'impact du RGPD sur la commande publique, pour voir après quels sont les risques et sanctions, et puis donner quelques bonnes pratiques en fin de webinaire. Alors d'abord, deux notions qui sont capitales, la notion de données personnelles et de traitement de données. Ces deux notions sont capitales parce que c'est ces notions qui vont fixer le champ d'application du RGPD, de la réglementation sur la protection des données. Cette réglementation s'applique en effet au traitement de données à caractère personnel. Et donc, il est important de bien définir ces deux termes pour être bien conscient de ce que recouvre cette réglementation. Donc, la donnée personnelle d'abord, c'est toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement. Alors, directement ou indirectement a son importance ici, puisque ça donne une définition très large de la notion de données personnelles. Et ça, c'est une vraie volonté du législateur, le but étant qu'on ne puisse pas trop facilement sortir du champ d'application de cette réglementation, dont le but premier est de protéger la vie privée des personnes, donc protéger les personnes physiques comme vous et moi, et donc assurer aussi un niveau de confiance vis-à-vis des acteurs qui traitent les données en les responsabilisant vis-à-vis de ça. Donc l'objectif est d'avoir un champ d'application large et donc les informations personnelles, les données personnelles
vont être notamment des données directement ou indirectement identifiantes. Alors en pratique, ça veut dire qu'un nom, prénom, évidemment, sont des données personnelles, mais aussi un numéro de téléphone, une adresse IP lorsque l'on navigue sur Internet, ou encore une plaque d'immatriculation d'un véhicule, sont considérées comme des données personnelles, puisque ça concerne indirectement des personnes physiques. On ne s'attache pas nécessairement aux capacités des personnes, je vais préciser ça. Par exemple, une adresse IP, n'importe quel acteur n'est pas capable de savoir qui est derrière l'adresse IP. Mais on raisonne dans l'absolu. La CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne, a eu l'occasion de préciser ça dans le célèbre arrêt Breyer. Une adresse IP est une donnée personnelle parce que un fournisseur d'accès à Internet, par exemple, est capable, à partir d'une adresse IP, de déterminer la personne physique qui est derrière ça. Donc la donnée personnelle, c'est une notion particulièrement étendue et c'est volontaire. La notion de traitement de données, maintenant, là aussi, c'est une notion qui est très large. C'est toute opération ou ensemble d'opérations, automatisées ou non, qui vont porter sur des données personnelles et quel que soit le procédé utilisé. Donc ça peut être une simple lecture, une sauvegarde, une consultation, là aussi c'est très large, et automatisé ou non. C'est vrai qu'aujourd'hui, le RGPD, on le voit surtout beaucoup dans les traitements informatiques, puisque en effet, la digitalisation de notre société se fait à toutes les strates. La digitalisation des services est présente dans tous les domaines, mais il ne faut pas oublier que les traitements de données sur format papier sont également concernés par le RGPD. Donc, automatisé ou non, quel que soit le support, quel que soit le procédé, et toute opération, ça peut être suppression, lecture, archivage. Donc voilà pour ces deux notions clés qui vont fixer finalement le périmètre d'application du RGPD. On va voir après que ça a une importance de bien connaître ce périmètre en matière de commande publique. Voyons maintenant, on a vu un peu les notions, le champ d'application. Voyons maintenant les acteurs qui font partie des notions du RGPD. Avec le premier acteur qui fait écho au thème de notre webinaire aujourd'hui, c'est le responsable de traitement. Alors le responsable de traitement, c'est défini là aussi de manière assez large, c'est la personne physique ou morale, autorité publique, service ou autre organisme, qui seul ou conjointement avec d'autres détermine les finalités et les moyens du traitement de données. Donc les finalités et les moyens, les finalités c'est l'objectif du traitement, pourquoi les données ont été collectées, dans quel but, et les moyens du traitement, c'est quels moyens vont être déployés pour satisfaire ce traitement. Donc ça peut être à la fois des moyens humains, matériels, techniques qui vont venir servir ce traitement de données. Donc en pratique, même si on peut avoir une responsabilité de traitement au niveau d'un service ou d'une personne physique, en pratique c'est la personne morale qui va supporter les obligations du RGPD, qui va supporter également les éventuels risques de sanctions. Donc pour la partie qui nous occupe aujourd'hui, dans la plupart des cas, c'est le pouvoir adjudicateur, l'acheteur ou le concédant, qui va être considéré comme responsable de traitement. Car en effet, dans la plupart des cas, c'est lui qui déterminera la nature et l'étendue de ses besoins, ce qui va clairement faire écho avec les finalités et les moyens du traitement en matière de commande publique. Donc ce n'est pas une situation absolue. On verra tout à l'heure que l'enjeu de qualification des acteurs est un enjeu clé en matière de commande publique et ça a bien évidemment des incidences sur le niveau de responsabilité de chacun. Mais voilà, dans la plupart des cas, on peut retenir, lorsqu'on simplifie, lorsqu'on veut avoir une vision un peu globale, que le pouvoir adjudicateur sera le responsable de traitement. Autre situation, vous avez vu dans la définition de responsable de traitement, on peut définir les finalités et les moyens seuls ou conjointement avec d'autres. Ça veut dire qu'il faut s'intéresser à la notion de responsable conjoint de traitement. C'est une situation qui se présente lorsque plusieurs entités vont participer conjointement à la détermination des finalités et des moyens de traitement. Donc elles seront donc responsables conjoints de traitement. Donc c'est une notion qu'il faut bien distinguer des autres situations. Là aussi, on y reviendra sur la qualification des acteurs, en sachant que la participation de chacun à la détermination des finalités et des moyens peut être inégale. On n'est pas nécessairement sur un pied d'égalité quand on est en responsabilité conjointe. En tout cas, à partir du moment où il y a participation conjointe à la détermination et des finalités des moyens de traitement, il peut y avoir situation de co-responsabilité, ce qui va engendrer différentes obligations.
En pratique, en matière de commande publique, c'est une situation qui va être moins fréquente que celle qu'on va voir avec le sous-traitant. Ça peut se présenter en cas d'achat mutualisé qui vont impliquer une détermination commune de finalités et de moyens de traitement. Voyons maintenant la notion de sous-traitant. Alors, un point très important, il ne faut surtout pas confondre la notion de sous-traitant au sens du RGPD et la notion de sous-traitant au sens de la commande publique. C'est deux notions bien distinctes. Au sens du RGPD, le sous-traitant, c'est la personne physique ou morale, autorité publique ou service ou autre organisme. Donc, à nouveau, en pratique, on va surtout se baser sur la personne morale qui va traiter des données pour le compte du responsable de traitement, la notion qu'on a vue juste avant. Donc en pratique, le plus souvent, là encore, ce n'est pas une situation absolue, ce sera le titulaire du marché. Puisque dès lors qu'il va exécuter dans le cadre du marché un traitement de données à caractère personnel pour le compte du responsable de traitement, du pouvoir adjudicateur, de l'autorité contractante le plus souvent, eh bien, il sera qualifié de sous-traitant au sens du règlement général sur la protection des données. Donc, ça veut dire qu'il agit pour le compte et sur instruction du responsable de traitement. Et ça a bien évidemment des conséquences sur les liens contractuels qu'on va mettre en place derrière, et puis les obligations et le niveau de responsabilité de chacun. Donc, pour qu'il y ait une situation de responsabilité de traitement et de sous-traitant, eh bien déjà, il faut qu'il y ait un traitement de données personnelles. Ensuite, il faut qu'il y ait une entité distincte du responsable de traitement. Hein. Le sous-traitant ne peut pas être un organe du responsable de traitement, ça doit être une entité juridique distincte qui va traiter les données pour le compte du responsable de traitement et selon ses instructions documentées. Donc attention à cette notion qui peut parfois être trompeuse puisqu'on est vraiment sur deux notions différentes selon le point de vue où on est. On a d'une part le RGPD avec cette notion de sous-traitant et la commande publique qui recouvre une notion différente où le sous-traitant va être un sous-traitant du titulaire. Et donc ça nous amène aussi à la notion de sous-traitant ultérieur ou sous-traitant de second rang aussi, on peut trouver les deux termes. Donc là, c'est la situation lorsque le sous-traitant peut lui-même avoir recours à un sous-traitant ultérieur pour mener les activités spécifiques pour le compte du responsable de traitement. Donc là, on retrouve la notion de sous-traitant au sens du marché public. Alors, ce n'est pas toujours le cas, hein, mais souvent, ça peut se confondre en matière de commande publique. Le sous-traitant au sens de la commande publique va être le sous-traitant ultérieur au sens du RGPD. À partir du moment où ce sous-traitant ultérieur effectue bien un traitement qui a été confié initialement au sous-traitant titulaire du marché. J'espère que je ne vous ai pas perdu, mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On pourra revenir sur ces notions en fin de webinaire. Ce qui est important de noter, c'est que le sous-traitant ultérieur reste pleinement responsable vis-à-vis du responsable de traitement des engagements du sous-traitant initial. Donc c'est vraiment l'interlocuteur unique, le sous-traitant initial, qui va rester responsable de ses obligations, à charge pour lui, le cas échéant, de se retourner contre son sous-traitant ultérieur s'il y a eu une mauvaise exécution, en matière de traitement de données. Donc voilà les notions du RGPD qui sont essentielles à la compréhension de l'impact du RGPD sur la commande publique et du niveau de responsabilité de chacun par rapport à ça. Donc on va voir maintenant comment ça s'articule en pratique, quels sont les liens qu'il peut y avoir entre le RGPD et la commande publique plus précisément. Alors d'abord, on peut se poser la question par rapport à la responsabilité, au thème de ce webinaire vis-à-vis du RGPD, qui a la responsabilité de l'encadrement contractuel de la relation. Alors ça, on a eu des clarifications de la part du CEPD, hein, ou EDPB en anglais, donc qui est en fait le groupement des autorités de protection des données au sein de l'Union européenne, qui nous indique que le responsable de traitement comme le sous-traitant sont chargés de veiller à ce qu'un contrat ou un autre acte juridique contraignant régisse le traitement de données. Ils peuvent bien souvent être rédigés unilatéralement par l'une des parties, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'obligation de conclure un contrat, puisque
en matière de responsabilité conjointe et en matière de relation entre un responsable de traitement et un sous-traitant, le RGPD prévoit une obligation de conclure un acte juridique contraignant, sur lequel on reviendra juste après, hein, qui définit différents points du traitement, différentes obligations que pourront avoir les responsables conjoints ou que pourra avoir le sous-traitant vis-à-vis de son responsable de traitement. Donc ça, c'est bien important de noter que les deux parties sont responsables de l'encadrement contractuel. Et la CNIL l'a rappelé dans une récente sanction. Elle a sanctionné un éditeur de logiciels dans l'affaire des laboratoires et des fuites de données de laboratoires, qui était donc un sous-traitant au sens de la protection des données. Et parmi les manquements sanctionnés, la CNIL a relevé le manquement à l'obligation d'encadrer par un acte juridique formalisé les traitements de données qui étaient effectués pour le compte du responsable de traitement. C'est l'article 28 du RGPD, dans cette situation qui s'applique, qui impose au responsable de traitement de conclure un acte juridique contraignant qui va comporter un certain nombre de points d'entrée, un certain nombre d'obligations. Donc, il va y avoir des obligations à encadrer. Et le fait de ne pas prévoir cet acte juridique contraignant est sanctionnable et constitutif d'un manquement au RGPD pour lequel la CNIL peut prononcer une sanction. Voilà, donc ça, c'est un point aussi qui a été rappelé par la direction des affaires juridiques dans ses différentes fiches pratiques en matière de RGPD. Donc, il faut bien avoir en tête qu'il peut y avoir des obligations en fait de contractualiser qui vont avoir une incidence en matière de commande publique. Donc, justement, quid des CCAG, les cahiers des clauses administratives générales. Donc elles ont été mises à jour et les dernières en date sont entrées en vigueur en avril 2021. Et elles intègrent, alors tous les types de CCAG, elles intègrent un article dédié à la protection des données à caractère personnel. Alors on va voir après, attention, le travail n'est pas fait pour autant à partir du moment où on met les CCAG dans le marché. Parce que cette clause RGPD qui est commune à tous les CCAG, elle ne fait qu'offrir un cadre général qui va rappeler les obligations essentielles en matière de protection des données. C'est un simple cadre de référence. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est mener aussi une réflexion spécifique. On va voir après selon quels critères en matière de traitement de données, spécifiques au marché, pour bien déterminer en fait les différentes obligations et contractualiser conformément à la réglementation sur la protection des données en fonction de la situation qui est adaptée au cas. Donc voilà, il faut bien faire attention à ça. Il ne faut pas se reposer uniquement sur cette clause, donc qui est en général l'article 5.2 de tous les CCAG sur la protection des données à caractère personnel. On a quelques points, mais qui ne permettront pas de couvrir toutes les obligations et surtout qui ne permettront pas de couvrir les cas où vous êtes obligé de contracter parce qu'il n'y a pas tous les points des articles 26 et 28 dans cette simple clause des CCAG. Donc, comment faire en pratique? Quand on fait un marché, comment on va intégrer le RGPD à chaque étape de la commande publique? D'abord, il va falloir qualifier les acteurs. Alors, j'ai envie de dire, en premier lieu, on va se demander, lors des marchés, lors de la création de marché, est-ce qu'il y a déjà un traitement de données à caractère personnel? Alors, on a vu en introduction, la notion de données à caractère personnel comme la notion de traitement, c'est des notions qui sont définies de manière très large. Donc, bien souvent, il va y avoir des notions de traitement de données personnelles qui vont être concernées. Donc ça, c'est la première étape. Donc, si on dit il y a des traitements de données personnelles, le RGPD est applicable, très bien, première condition remplie. Deuxième étape du raisonnement, il faut qualifier les acteurs. Et là, ce n'est pas une mince affaire. Donc, il faut définir la qualification de l'acheteur et du prestataire. Est-ce qu'ils sont responsables de traitement? Est-ce qu'ils sont responsables conjoints de traitement ou responsables et sous-traitants? Il peut y avoir deux responsabilités distinctes également, parce qu'un simple échange de données ne signifie pas nécessairement qu'on est en situation de co-responsabilité ou de sous-traitance. Ces notions-là, on les a vues en introduction, c'est soit de la définition conjointe des finalités et des moyens, soit des instructions, des traitements qui sont réalisés pour le compte d'un responsable de traitement, et dans ce cas-là, on a une situation de sous-traitance. Alors, la difficulté ici, c'est que cette qualification, elle repose sur des considérations factuelles. Ce n'est pas uniquement parce qu'on a écrit dans un contrat, voilà, on a un responsable de traitement et un sous-traitant, que ça va fixer le cadre juridique de la relation. La CNIL, comme le juge, a une faculté de requalification de la relation
ce qui peut avoir des conséquences en termes d'information des traitements et de conformité du traitement en lui-même. Donc ce travail de qualification, il est important de bien le mener en amont parce que ça a une incidence clé sur derrière les différents contrats qu'on va conclure et sur les clauses qu'on va mettre dans les contrats. Alors c'est une approche par faisceau d'indices qui va permettre de déterminer le rôle de chacun. Il y a des lignes directrices du CEPD et de la CNIL qui ont été émises pour ça. Et on va notamment tenir compte, en matière de qualification de sous-traitance, par exemple, du niveau d'instruction préalable, de la surveillance qu'opère le responsable de traitement sur son sous-traitant ou sur son prestataire présumé sous-traitant, de la visibilité aussi de l'acteur vis-à-vis des personnes concernées. Je prends un exemple, si l'acteur qui traite les données pour le compte du responsable de traitement, pour le compte du pouvoir adjudicateur, est connu, son identité est connue des personnes concernées, des administrés par exemple, eh bien ça va être un indice en défaveur de la qualification de sous-traitant. Ça veut dire qu'il a quand même une visibilité vis-à-vis des personnes concernées, il n'agit pas quelque part complètement pour le compte du responsable de traitement. Donc, mais ce n'est qu'un indice, ça ne va pas forcément guider complètement la qualification. On va tenir compte également de l'expertise des parties, de pouvoir de décision et de l'autonomie de chacun des acteurs, en particulier lorsque le sous-traitant a un niveau d'autonomie sur l'exécution du traitement, eh bien c'est susceptible, c'est un des indices qui est susceptible de remettre en cause sa qualification en tant que sous-traitant. Donc ça, c'est vraiment la première étape du raisonnement qui est souvent négligée et qui est pourtant une étape clé. Ce qu'on va le voir juste après, ça a une vraie incidence sur les contrats qu'on doit conclure derrière, sur les obligations et quelque part aussi les niveaux de responsabilité de chacun vis-à-vis du RGPD. Donc pendant la phase de rédaction du marché public, on va s'attacher à définir de manière claire le rôle et les responsabilités de chacun des co-contractants. Donc ça veut dire qu'on va inclure les mentions obligatoires qui sont aux articles 26 et 28, plus précisément 28 paragraphe 3 du RGPD, pour tenir compte de la situation particulière et donc prévoir ces différents points. On peut rappeler ici que au titre de donc l'article 26 du RGPD, c'est en matière de responsabilité conjointe, où les responsables conjoints vont devoir définir de manière claire leur rôle et responsabilité vis-à-vis de chacune des obligations du RGPD, notamment et en particulier qui va informer les personnes concernées du traitement, qui va s'occuper de gérer les droits des personnes concernées, qui va être plus ou moins garant de telle ou telle partie de la sécurité du traitement. Dans l'article 28, donc, qui lui va régir les relations entre un responsable de traitement et son sous-traitant, on va s'attacher à définir comment les instructions sont communiquées et respectées. Quelles sont les catégories de traitement qui sont confiées au sous-traitant. Comment le sous-traitant peut éventuellement recevoir et traiter des demandes de droit des personnes ou au contraire les communiquer sans délai ou avec un délai convenu au responsable de traitement. Quid des éventuelles violations de données? Quel est le rôle de chacun en matière de violation de données? Quel est le sort des données à l'issue du marché? Selon quelles règles le sous-traitant peut lui-même recruter un sous-traitant ultérieur? Toutes ces questions-là, elles vont devoir être traitées. Elles vont devoir être traitées dans des documents particuliers du marché. Hein, c'est ce à quoi renvoie l'article 5.2 des CCAG. Voilà, encore une fois, on ne peut pas se contenter de DCCAG. Il faudra prévoir un acte juridique, un document de marché particulier qui va encadrer ces différentes obligations en matière de protection des données. Et donc, on va, selon les cas, prévoir de la responsabilité conjointe, de la responsabilité de la sous-traitance, ou en responsabilité distincte, on peut également prévoir des clauses pour bien cadrer la responsabilité et les rôles de chacun. Donc pourquoi faire tout ça? Quels sont quelque part les risques et les sanctions? Donc ils sont multiples. Déjà en matière de responsabilité, qui est à nouveau un des thèmes phares de ce webinaire, il faut bien avoir en tête que le RGPD, c'est une source de fautes contractuelles pour les titulaires en cas de manquement. Donc ça pourrait donner lieu à des pénalités, voire à une résiliation du marché pour faute. Ça, c'est même prévu dans le CCAG. En matière de protection des données, une faute en matière de protection des données peut entraîner une faculté de résiliation du marché. Ça implique également des obligations de contrôle de l'autorité de l'autorité contractante sur son co-contractant. Ça en particulier, on va y revenir, lorsque on est face à une autorité contractante qui est responsable de traitement
et un titulaire qui va être sous-traitant. Il y a une obligation de contrôle qui ressort de l'article 28 du RGPD, et donc ça nécessite d'auditer en fait ces prestataires. Il peut y avoir aussi des obligations et une responsabilité de réparation des manquements qui seraient subis par les personnes concernées. Donc ça, on a encore peu de jurisprudence sur ce sujet, mais il faut bien avoir en tête que l'article 82 du RGPD permet aux personnes concernées d'engager la responsabilité du responsable de traitement ou du sous-traitant en cas de violation du RGPD. Donc il peut y avoir une action en responsabilité en réparation des manquements. Et ça peut être aussi une action de groupe qui est organisée par la loi informatique et liberté à l'article 37, donc qui peut être menée notamment par les associations dont l'objet est la protection des données personnelles, qui pourraient mener une action de groupe pour faire réparer un manquement qui serait lié au non-respect, à une violation des dispositions du RGPD. Et il y a également une responsabilité pénale. Alors en pratique, elle est assez rarement mise en œuvre, mais les infractions existent aux articles 226, 16 à 24 du Code pénal. En cas d'atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques, eh bien, il y a des infractions pénales qui sont liées au non-respect du RGPD. Il y a également, en termes de risques, les risques qui sont liés au pouvoir de la CNIL, puisque la CNIL a un pouvoir de contrôle et de sanction en cas de méconnaissance du droit des données personnelles. Donc, en cas de violation du RGPD, on s'expose à des sanctions et en plus, ces sanctions dénotent une forme de solidarité entre responsables de traitement et sous-traitants, puisque depuis 2021, la CNIL a à plusieurs reprises condamné le responsable de traitement et son sous-traitant suite à des violations de données. En l'occurrence, il s'agissait d'un manquement à l'obligation de sécurité. La CNIL a considéré qu'il y avait une insuffisance de mesures de sécurité par rapport à la protection contre des attaques en bourrage d'identifiants. Donc, les sanctions, la CNIL, elle dispose d'importants pouvoirs de sanction à ce titre. Hein. Elle peut prononcer notamment des rappels à l'ordre, des injonctions de mise en conformité, des amendes administratives également, hein, qui peuvent aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires pour les entreprises. Donc ça, c'est un point important qui a fait couler beaucoup d'encre dès 2018 lorsque le RGPD est sorti, puisque c'est ça qui a augmenté considérablement la visibilité et le niveau de responsabilité des acteurs en matière de respect de la réglementation sur la protection des données. Et la CNIL elle a aussi la faculté de rendre ces sanctions publiques. Donc en termes de réputation, ça peut avoir un enjeu clé lorsqu'on est sanctionné par la CNIL, lorsqu'on se voit prononcer des injonctions, eh bien, il y a un impact qui peut être très fort également par la publicité des sanctions, qui est une faculté de la CNIL. Voilà, je vous propose pour conclure d'aller sur les bonnes pratiques que peut générer donc la bonne gestion en fait du niveau de responsabilité qu'implique le RGPD en matière de commande publique. Alors la première bonne pratique, c'est déjà d'avoir le réflexe de régulariser les contrats en cours. Tous les contrats de la commande publique doivent nécessairement être mis en conformité avec le droit des données personnelles. Donc ça pourrait passer par la conclusion d'avenants pour les marchés qui auraient pu être conclus avant le 25 mai 2018, date à laquelle le RGPD est entré en vigueur. Et ça peut aussi passer par de la modification unilatérale ou des nouveaux accords en cours d'exécution du marché en cas d'évolution de la réglementation sur la protection des données. Donc, il peut y avoir une modification unilatérale du marché pour se conformer à la réglementation et ça, c'est prévu à l'article 5.2 du CCAG en matière de protection des données. Donc il y a cette faculté aussi de modification unilatérale à défaut d'accord des parties pour tenir compte d'une évolution de la réglementation sur la protection des données. Donc la régularisation des contrats en cours, premier réflexe, première bonne pratique à mettre en œuvre. Adapter les clauses contractuelles. Alors, on peut avoir on peut être tenté de s'appuyer sur des clausiers RGPD, sur des clauses type. Eh bien, il faut être très vigilant vis-à-vis de ça. Il faudra toujours avoir à cœur d'adapter les clauses au contexte spécifique de chaque marché, en tenant compte à la fois de l'objet du marché, des caractéristiques du traitement, des données et des compétences du titulaire. On l'a vu, ça c'est une étape qui est importante. En fonction de la qualification des acteurs déjà, ça va vraiment faire varier les clauses du marché.
Donc déjà, cette étape de qualification, quand on l'a bien faite, on va être plus à l'aise sur les clauses qu'on va devoir faire. Est-ce qu'on est sous l'empire de l'article 26 ou 28 du RGPD? Ça va nous permettre de choisir la bonne clause et toujours l'adapter au contexte, puisque c'est aussi ça qui peut constituer les instructions lorsqu'on est entre un responsable de traitement et un sous-traitant. Les clauses du marché vont refléter les instructions du responsable de traitement. Et c'est là qu'on va pouvoir justement vraiment tenir compte de la description en fait du marché, des caractéristiques des traitements qui sont confiés, par exemple dans des annexes ou d'autres documents du marché auxquels on va faire référence dans les clauses relatives au RGPD pour décrire le traitement, décrire les missions qui seront confiées aux prestataires. L'audit des sous-traitants, j'en ai dit un mot tout à l'heure. Le responsable de traitement doit assurer un contrôle des sous-traitants. Donc c'est dans le RGPD, ça fait partie de l'article 28, et c'est aussi dans d'autres points du RGPD, le responsable de traitement doit faire appel à des sous-traitants qui présentent des garanties suffisantes en matière de protection des données. Donc ça veut dire qu'on pourrait, la bonne pratique en lien avec ça, c'est de définir un plan d'audit. On va définir la périodicité des audits, la typologie des audits également. Est-ce qu'on va faire de l'audit sur place ou est-ce qu'on va faire de l'audit sur pièce en demandant des documents ponctuellement et périodiquement à son sous-traitant. On va identifier les différents délais de préavis, puisque bien souvent dans les contrats, on aura fixé un délai de préavis à l'audit. Donc on va avoir des courriers types de préavis qu'on va pouvoir déployer. On va pouvoir également fixer des grilles d'audit, selon quels critères, en particulier sur le RGPD, quel point de vérification on va opérer pour s'assurer des garanties présentées par son sous-traitant. Et puis ensuite, on va émettre donc un rapport d'audit et suivre ce rapport d'audit. Une fois qu'on a émis, qu'on a pointé éventuellement des points d'écart, comment on fait pour suivre la correction de ces écarts en donnant des délais et puis en suivant le plan d'action qu'aura pu être établi, voire en tirant les conséquences juridiques de ces éventuels points d'écart en termes de pénalité et voire de résiliation. Ensuite, il y a la préparation de la documentation également. Donc, ça veut dire que quand on est côté responsable de traitement, on doit notamment être capable de démontrer à tout moment son niveau de conformité. Donc, ça veut dire qu'on va identifier et documenter les mesures techniques et organisationnelles. C'est ce qu'on appelle la responsabilisation des acteurs, c'est l'accountability. On va documenter également les garanties qui sont présentées par les sous-traitants. Là aussi, ça pourrait être dès les documents du marché, voire dès la réception des candidatures, où on va amener les sous-traitants à justifier des garanties présentées et à documenter la sécurité, pour que ces règles de sécurité soient proportionnées et documentées. Et on peut imaginer également de préparer différents questionnaires préalables qui pourront faire partie du plan d'audit et qui pourront permettre de préparer les audits de ces sous-traitants. Côté sous-traitant, on va devoir, pour pouvoir remporter les marchés, donc côté titulaire, sous-traitant au sens RGPD ici sur cette slide, déployer donc son niveau d'accountability, de démontrer sa conformité. Ça peut passer par des plans assurance sécurité, par exemple, qui vont être des documents synthétiques récapitulant l'ensemble des mesures de sécurité qui sont prises par le sous-traitant pour assurer la sécurité du traitement des données à caractère personnel. On va pouvoir aussi préparer les analyses d'impact. Alors, c'est une obligation qui incombe au responsable de traitement. L'analyse d'impact, c'est l'analyse des risques d'un traitement particulièrement intrusif, selon certains critères. C'est un document qui est obligatoire pour les traitements à risque et qui nous oblige à documenter les mesures de sécurité, à la fois juridiques, techniques et organisationnelles. Et pour ça, le sous-traitant a une obligation d'assister le responsable de traitement en matière d'analyse d'impact. Et donc, le sous-traitant va avoir intérêt à préparer cette documentation pour justement pouvoir répondre aux demandes du responsable de traitement qui devra réaliser son analyse d'impact. Et enfin, donc, les instructions formalisées du responsable de traitement, donc le sous-traitant doit recueillir ces instructions formalisées pour pouvoir justifier de ses actions en lien avec le traitement. Alors, parmi les enjeux qu'on voit en particulier en matière de négociation des contrats en matière de protection des données personnelles, on a cet enjeu des clauses d'audit puisque on a des intérêts qui peuvent être un peu opposés entre le responsable de traitement et son sous-traitant.
Côté responsable de traitement, son intérêt est pour respecter ses obligations, il doit anticiper l'audit des procédures et de la documentation, il doit anticiper les coûts de l'audit, les délais de remédiation et leurs conséquences qui peuvent arriver, et se ménager aussi la coopération du sous-traitant avec l'auditeur, qu'il soit interne ou externe. Tandis que côté sous-traitant, l'intérêt et le but, ça va être d'essayer de cadrer, de limiter le nombre d'audits et de disposer à chaque fois d'un préavis raisonnable. D'avoir un auditeur qui est spécialement diligenté et qui est engagé, qui est soumis à confidentialité, parce qu'on va parfois être amené à transmettre des documents qui peuvent être sensibles ou qui peuvent révéler un savoir-faire ou qui peuvent avoir un danger particulier en termes de sécurité. Et encadrer techniquement l'audit pour évidemment qu'il ne porte pas atteinte aux prestations que le sous-traitant réalise par ailleurs pour ses autres clients. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur ces questions de responsabilité en matière de commande publique, responsabilité au sens du RGPD en matière de commande publique pour les acheteurs et quelque part aussi pour les titulaires de marché. Notre cabinet accompagne sur ces thèmes-là tous les acteurs des secteurs privés et publics dans leur démarche de conformité, sur les diagnostics, dans la fonction aussi d'externalisation de délégués à la protection des données, et également dans la définition de la politique contractuelle, donc pour rédiger les documents du marché adéquats qui vont pouvoir encadrer ces types de traitements. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous invite à poser les questions que vous souhaitez dans le chat. Et puis voilà, je suis à votre écoute pour y répondre pendant les quelques minutes qui nous restent. Merci infiniment, Maître Sfouris, pour cette intervention très, très constructive, très intéressante. On a effectivement un certain nombre de questions qui nous ont été posées durant cette interview. Par rapport aux sous-traitants, justement, le sous-traitant initial doit-il demander l'autorisation du responsable de traitement pour avoir recours à un sous-traitant ultérieur? Alors là, on est sur les notions de sous-traitant et sous-traitant ultérieur au sens du RGPD. La réponse est oui, et les modalités de cet accord vont pouvoir varier. Le RGPD et les modèles types qui ont pu être élaborés par les autorités de contrôle de contrat entre un responsable de traitement et un sous-traitant prévoient deux principales modalités de recrutement d'un sous-traitant ultérieur. Soit une autorisation générale. Dans ce cadre-là, on va prévoir la liste des sous-traitants ultérieurs dès les documents du marché, dans les annexes qui vont décrire le traitement. Et le sous-traitant va être tenu d'informer de l'évolution de cette liste avec une faculté pour le responsable de traitement de s'opposer à l'ajout ou au remplacement d'un sous-traitant ultérieur. On a une autre possibilité de prévoir dans les clauses une autorisation spécifique. Dans ce cas-là, le sous-traitant va devoir demander le consentement, l'autorisation du responsable de traitement pour recruter un sous-traitant ultérieur. D'accord. Alors, on a une autre question par rapport au règlement de consultation. Une personne nous dit, nous mentionnons les noms, les téléphones et les adresses e-mail des acheteurs dans ces RC, dans ces règlements de consultation. Est-ce que c'est un point qui nécessite une attention particulière dans le cadre du RGPD? Alors, évidemment, il faut que ce soit des informations professionnelles, mais là, ça paraît adapté par rapport à la finalité. Donc, on est plus sur une question qui a trait à un autre principe du RGPD, qui est la minimisation des données. Ça paraît adapté en fait, aux besoins du marché. Et en plus, c'est une des obligations de mémoire sur les documents administratifs de faire figurer le nom de l'agent qui émet en fait le document. Alors, c'est pas tout à fait le cas en matière de marché public. C'est pas forcément le nom de contact n'est pas forcément le nom de l'agent qui sera identifié et qui aura émis le document. En tout cas, voilà, ça implique quand même, côté acheteur, d'avoir informé par le biais, par exemple, de ce qu'on appelle une charte de gestion des données ressources humaines, d'avoir informé ces agents du fait que ces données sont susceptibles d'être partagées aux candidats du marché. Oui, d'accord.
Et puis, est-ce qu'il est préconisé de faire un document annexe au marché pour gérer les dispositions RGPD, ou est-ce qu'elles peuvent être intégrées en fait aux clauses du CCAP? Alors, ça peut être les deux. On peut tout à fait l'intégrer aux clauses du CCAP. On peut en faire une annexe. En pratique, on voit plus d'annexes en pratique. Les deux existent, mais à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public, on voit plutôt passer des annexes parce que quand vous regardez l'article 28, c'est quand même conséquent, hein, les différentes clauses qu'on doit prévoir entre un responsable de traitement et un sous-traitant. Il y a beaucoup de points à prévoir, donc c'est souvent plus clair pour éviter d'avoir à alourdir le marché, les documents du marché, le CCAP, le CC. On va le prévoir en fait dans une annexe. D'accord. Une personne nous demande, effectivement, vous l'avez évoqué, ce qu'est le registre Provaci. Le registre, pardon, j'ai pas compris la question. Le registre Provaci, alors c'est peut-être moi qui le prononce mal, P-R-O-V-A-C-Y. Alors, il y a peut-être une faute de frappe ou voilà, je ne vois pas de quoi il s'agit. Alors, soit c'est le registre des traitements, donc ça c'est le document que doit établir en interne le responsable de traitement et le sous-traitant, donc qui liste en fait les différents traitements. Ou alors, il est fait référence peut-être à un registre des sous-traitants ou des prestataires, hein. C'est vrai qu'il est conseillé de tenir ce type de registre pour avoir une visibilité sur quel est l'état de contractualisation avec ses prestataires et pouvoir piloter en fait cette démarche de conformité. Donc voilà, j'espère avoir répondu à cette question, mais voilà, s'il y a des précisions à ce Alors, la sujet. personne précise que c'est un registre de traitement qui est consultable par la CNIL en cas de litige. Alors oui, je pense que c'est la première hypothèse, c'est-à-dire le registre des Voilà, traitements. oui. Oui, tout à fait. Ok, Écoutez, oui, c'est un document qui doit être tenu par le responsable de traitement comme par le sous-traitant, et donc qui va définir finalité, moyen de traitement. Et on va aussi mentionner, par rapport à chacun des traitements, on va devoir mentionner quels sont les sous-traitants. d'accord. Et puis, on va prendre une dernière question avant la fin de cette intervention. Si le sous-traitant a bien l'obligation d'assister le responsable de traitement, et comme vous nous l'avez dit, Oui. est-ce que cette assistante peut être facturée par le sous-traitant, ou Alors, est-ce que cela est déterminé par les parties? les deux, c'est-à-dire que rien n'interdit le sous-traitant de facturer, c'est laissé à la négociation de facturer cette assistance, c'est laissé à la négociation en fait des parties. Le RGPD ne l'interdit pas, donc c'est tout à fait possible. D'accord. Eh bien, écoutez, il me reste encore une fois à vous remercier, Maître Souiris, pour cette intervention. Merci à vous pour l'invitation et merci à tous pour votre Merci attention. à tous de l'avoir suivi. Merci pour votre attention, effectivement. Et à très bientôt pour un prochain webinaire achapublic.com. Bon appétit à tous. À Au bientôt. revoir.